Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on vous présente un comédien, humoriste, et je suis très très content de le recevoir car c'est lui qui ouvre le bal, voilà, sur le monde du stand-up et de l'humour. Je suis très très content de t'avoir. Et moi aussi, ça me fait super plaisir d'être là, merci beaucoup. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'homme qu'on appelle Solé. Bonjour tout le monde, merci pour ces applaudissements, merci. Beaucoup de bruit dans cette salle. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est là que tu... Clap. Jingle, let's go. We'll make it clap. We'll make it clap. Comment tu vas, Solé? Ça va super et toi? Bah écoute, moi ça va impec. Je suis très très content de te recevoir dans cette émission. En plus, c'est toi qui ouvre le bal. Eh ben, ça me fait plaisir, je suis honoré d'ouvrir le bal et très content d'être dans ton émission. Non, non, vraiment, pour moi, c'est un honneur. Et voilà, comme tu le sais, comment justement j'ai pris contact avec toi, on a la chance d'avoir une personne en commun qui s'appelle Nabil Akti. Un jour, il a partagé un de tes sketchs. En plus, si je me trompe pas, c'est la petite partie qui a le plus de vues sur ton compte Instagram. C'est possible, ouais. Ouais, c'est celle-là qu'il a partagé parce que je me rappelle, j'ai aimé ton univers tout simplement parce que voilà, j'ai pris le temps justement plusieurs mois pour regarder ce que tu faisais parce que j'aime pas venir et te dire oui, je suis trop fan de ce que tu fais alors que je sais pas du tout ce que tu fais, tu vois. Et du coup, j'ai pris le temps de voir ce que tu faisais et j'ai vraiment apprécié ton travail, j'ai kiffé ce que tu fais et vraiment, je me suis dit il fallait que je t'interviewe, tu vois. C'est pour ça que j'ai un peu mis du temps à t'envoyer un message, mais je l'ai fait. J'avais peur d'avoir une réponse négative. Ouais, je suis content que tu l'aies fait, jamais. Non, non, mais non, on sait jamais, tu vois, parce que moi, je connais pas. J'ai fait un peu de stand-up. Des fois, les gens du milieu, et voilà, moi, je le pense ouvertement. Des fois, il y en a, ils sont bizarres. Ah bah oui, bien Tu sûr. vois, ils sont bizarres, donc je me suis dit, voilà, je vais quand même tenter l'approche. Ça s'est bien passé. On a pu échanger. Je sais même pas combien de vocaux on s'est envoyés tellement. Je sais pas, mais on a fait un podcast. Je pense qu'on fait une compile, frère. Il y a une émission déjà avant même l'histoire. Mais oui, après, j'avoue que moi, j'ai pas assez d'abonnés pour que les messages ils aillent dans les invitations par message. C'est loin les messages que tu vois jamais. Non, Donc, mais après, on sait jamais, tu vois, parce que des fois, je sais qu'il y en a qui ont moins d'abonnés. J'ai envoyé des messages et il y a eu des réponses bizarres. Donc, et même des fois pas de réponse. Non. Donc, non, merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps de répondre, d'accepter cette invitation. Faut savoir que dans l'Actu Clap, l'objectif c'est de parler de l'envers du décor de ta vie de tous les jours, tu vois, parce qu'on sait que tu fais rire, on sait que t'es sur scène et que voilà, tu fais en sorte que les gens passent un très bon moment, mais on sait pas qui est Solé dans la vie de tous les jours. Donc, l'objectif c'est de parler de toi, de te valoriser, parler de ton parcours personnel et professionnel. Et du coup, on va commencer par ton enfance, par quoi t'as commencé. Oula. Et voilà. Alors, Donc, Solé, c'était quel genre, je pense, après peut-être je me trompe, hein, mais est-ce que t'étais le genre d'enfant qui faisait rire à la galerie déjà de base ou pas du tout? ouais, bah alors moi j'ai une position particulière parce que je suis le dernier de 5 frères et sœurs. D'accord. Ma sœur aînée, elle a 10 ans de plus que moi, donc si tu veux, j'étais toujours un peu le petit. Alors ils m'ont utilisé, hein. Tu sais, à des bases de va me chercher ça, je te chronomètre, ça me chronomètre jamais. Moi j'étais le teubé qui courait partout. Mais du coup, j'ai toujours eu ce truc où quand t'es le dernier dans enfin en tout cas moi dans ma fratrie, où j'étais le petit élément rigolo, mignon, tu vois. Et donc j'ai vraiment, ouais, depuis tout petit, j'étais en représentation. Et moi, j'ai une sœur aînée qui a eu une douce vie, mais qui rêvait d'être réalisatrice, metteuse en scène. Et du coup, depuis tout petit, avec mes frères et sœurs, elle nous faisait faire des vidéos. C'est-à-dire, elle, si elle avait eu Instagram quand on était petit, je pense que ce serait une dinguerie. C'est-à-dire, elle nous faisait faire des vidéos, des costumes, des machins. Dès qu'il y avait un anniversaire du daron, quoi, on faisait à chaque fois des trucs de ouf. Et donc, j'ai été bercé là-dedans. Et effectivement, moi, j'ai la vanne, l'humour, mais je commence à me demander si c'est pas un truc aussi culturel, vraiment ce truc-là de l'ajout bah, parfois t'as rien à faire, faut qu'on rigole, faut pas qu'on s'ennuie, donc on se balance des trucs entre nous. Et donc oui, depuis tout petit, j'ai toujours eu ce truc-là. Mais j'étais un petit, moi, quand j'étais petit, j'étais très chétif. J'étais vraiment tout petit. J'étais fragile de ouf, j'étais malade tout le temps. Non, j'étais un petit fragile de fort. Et donc voilà, donc moi je trouvais mon compte là-dedans avec ma famille. Ouais. Ouais, donc avec la famille, vu que vous êtes combien de frères et sœurs à peu près? 5. Ah ouais, forcément, au niveau des vannes, ça y allait tout le temps. Ah bah, déjà, ouais. je sais que quand t'as un petit frère, quand t'as un petit frère et qu'il y a le grand frère, il lui faut la misère tout le temps. Ah bah moi je sais que j'ai grandi, j'étais trouvé dans une décharge publique et j'ai grandi, j'ai été élevé par des loups et on m'a trouvé après, moi je sais, hein. On me l'a sorti dans tous les sens. Et du coup, comment t'es venu justement cette vocation de te lancer justement dans l'humour? Parce que est-ce que t'as commencé par des cours de théâtre? Alors moi j'ai commencé le théâtre très jeune, j'ai commencé je vais avoir 12 ans je crois, j'habitais dans le 78 à l'époque et mon père tous les samedis matins il m'emmenait rue de la Roquette au cours Simon.
Ah ouais, quand même. Parce que c'était genre une passion pour moi. Mais sur le théâtre classique, genre mon délire, c'était Molière, tout ça, c'était que ma cam. Et je pense que c'est grâce à ma grande sœur que j'ai voulu faire ça. Tu sais, à tout le temps interpréter des trucs et tout. Et très tôt, je savais que je voulais être comédien. Je voulais être comédien de théâtre et tout. C'était ça, mon objectif, c'était ça. Le cinéma, le stand-up, bon, ça n'existait même pas dans ma tête, mais le cinéma, tout ça, je m'en foutais. Et donc très tôt, j'ai fait ça. Au premier cours de théâtre, j'ai compris que ça allait être dur parce qu'en vrai, moi je le dis tout le temps. Hein, attention, je parle pas avec Zarma. Moi, je suis arrivé, etc. Du tout. C'est un vrai métier. Tu vois, tous les gens qui me disent ouais, moi aussi je vais faire de la comédie. Fait, il y a des gens qui ont un don de ouf, tu sais pas pourquoi, mais c'est un vrai métier. Il y a plein de trucs qui s'apprennent, etc. Et j'ai su que je voulais faire ça. Et du coup, en fait, moi j'ai passé une vie à faire que des boulots alimentaires. Tu sais, j'ai jamais eu de carrière. Non mais de carrière de genre, parce qu'il y en a plein hein, qui sont RH, comptables, ils ont monté des boîtes, ils sont à Wall Street et d'un coup ils décident de tout arrêter pour faire ça. Moi j'ai passé ma vie à faire des boulots en me disant en attendant. Et voilà, et du coup depuis tout petit je fais vraiment théâtre classique. Et après il y a eu l'arrivée du stand-up. Ça c'est un autre cheminement dans ma tête. Parce que l'arrivée du stand-up en France, du moins quand ça a été vraiment valorisé, si je me trompe pas, c'est 2006 je crois. Ouais. Quand Jamel vraiment il arrive avec ce truc du comedy club. Ouais. Après peut-être que ça existait avant, peut-être que ça se faisait moins, je sais pas du tout. Le one man, enfin les mecs qui faisaient des spectacles, il y en a depuis longtemps. Mais en fait, ce qui s'est passé avec le comedy club en fait, le comedy club, c'est l'arrivée du stand-up, mais c'est un teaser en fait. C'est pas l'arrivée des comedy clubs à Paris. C'est-à-dire que le comedy club, ça a rendu un truc possible de dire en fait, on peut faire des petits passages dans plein de styles différents, parce que c'était ça la force du comedy club. Hein. T'avais Blanche, il y avait, je crois, il y avait. Ouais, bah de toute façon, c'est Yacine, pour moi. Yacine Thomas, Bellous, ouais. Parce que c'est une des générations en plus, pour moi, enfin, du moins aujourd'hui dans le milieu du stand-up, tous ceux qui sont passés dans la première génération, ils sont juste incroyables. Ah ouais, c'était que des monstres. Mais c'est là la force du comedy club, c'est que ça a créé cette espèce de truc à l'américaine, une espèce de clique d'humoristes qui débarquent et qui niquent tout partout où ils passent. Et en fait, ça c'était donc 2006 à peu près. Et vers moi j'ai vraiment vu le début avec le Paname en fait. Et ça c'était plus, je veux pas te dire de bêtises, je pense 2009-2010 et voilà où ça me fait toujours rire et je le dis tout le temps à Karim Kachour, le patron du Paname, je lui dis tout le temps Karim, c'est une dinguerie. Quand on a commencé à faire du stand-up ici, il y avait 3 ou 4 plateaux par semaine. Ah ouais, alors que là maintenant ça enchaîne tous les jours. Et maintenant le samedi, je mets un réveil pour aller faire du stand-up. Je sais pas si t'as capté, c'est-à-dire je mets un réveil et à 11h du matin t'es sur scène et les gens qui viennent te voir ils ont mis un réveil et c'est blindé. Et donc, d'un côté, c'est magnifique parce que tu vois l'ampleur que ça a pris. Et en fait, moi, pour parler de l'arrivée dans le stand-up, moi, je sors d'une école de théâtre et en fait, j'ai besoin de monter sur scène parce que j'imagine, je fais ça depuis que j'ai 12 ans, j'en ai 21, 21, 22 à ce moment-là, ou 20, je sais plus. Bref. Et je me dis, j'ai besoin de monter sur scène. Mon école de théâtre, elle se termine. Mais moi, j'ai une petite question, parce que, comme tu as dit, tu as commencé par des cours de théâtre. Ouais. Tu t'es rendu compte que c'était un métier et que c'est pas quelque chose de simple à faire. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que toi, à un moment donné, t'as pris en expérience, t'as évolué, et du jour au lendemain, comment elle est venue la transition quand du jour au lendemain, tu t'es dit, vas-y, je veux, bam, aller dans le stand-up? Eh ben, déjà, moi, j'ai fait connaissance avec le stand-up à 14 ans. D'accord. En gros, pour te la faire très courte, mon père, qui s'appelle Tayeb Belmioub, jouait un spectacle qui s'appelait le Frabil. C'était quand il avait, je sais plus, je vais mal parler, mais je crois qu'il avait 45, 50 ans, par là. Et mon père, il a toujours écrit, il a été joueur de foot, comédien, il a eu un garage, il a fait tous les métiers du monde. Et il a fait un spectacle qui s'appelle le Frabil sur la double culture français-kabyle, et c'était vraiment un seul en scène. C'est-à-dire, il y avait des sketchs, des machins, des personnages et tout. Et arrive le moment où il fait le festival d'Avignon et où je me retrouve à faire sa première partie avec un texte que lui avait écrit, qui s'appelait Phobies et complexes, sur le fait d'être un ancien gros. Okay. Et je me retrouve à faire la première partie. J'ai 14 ans au Festival d'Avignon. À l'époque, je suis le plus jeune à faire ça. Mais c'était très. Je récitais un truc. C'était pas mes vraies expériences personnelles. Donc j'avais fait une découverte de ça. Après, j'avais arrêté très longtemps. Et donc, je finis l'école de théâtre. Je me dis là, pour faire du théâtre tout de suite, soit faut que je fasse des essais, faut que je rentre dans une troupe, etc. Mais c'est pas un truc que je peux consommer tout le temps.
Il faut une troupe, des répètes, un décor, un théâtre, un machin. C'est vraiment compliqué à mettre en place une pièce de théâtre. Et t'as pas pensé à intégrer ça à un moment donné? Justement, une troupe de théâtre ou même continuer dans la voie du théâtre. J'ai pensé, mais je vais pas te mentir, il y a un truc qui me refroidissait un peu. Et attention, les gars du théâtre, vous êtes mes refs, je vous aime d'amour. Mais il y a beaucoup trop de gens dans le théâtre qui fument des roulés, qui parlent aux arbres, qui sont dans des délires chelous. Et moi, j'avais 20 piges et je t'avoue, j'étais pas en mode, j'avais envie de faire une thèse sur Tchekhov sous un arbre à l'ombre et tout, ça me saoulait. Et donc, bref. Et il y avait tout ce truc-là. Et quand t'es dans une troupe, bah, il y a plein de gens. Et quand il y a plein de gens, faut faire avec un peu tout le monde. Et arrive à ce moment-là le stand-up au Paname. Et donc moi je me dis attends, là j'ai un moyen de monter sur scène tout le temps, à dire mes trucs à moi, si je me plante c'est pas grave machin, bah vas-y je vais essayer. Et j'ai essayé, c'était compliqué. Mais justement moi c'est ça que je veux savoir parce que comme t'as dit, ta première scène comment elle s'est passée? Parce qu'avec le théâtre t'avais l'habitude de monter sur scène. Mais moi ma première scène je me la racontais pas auprès des autres, mais dans ma tête j'étais sûr de moi, énervé. Je me dis attends, ça fait 10 piges tous les jours je vais sur une scène en mode ah non c'est un peu court jeune homme, tu sais je fais des trucs comme ça, donc je me dis c'est bon, je sais que dans ma vie avec mes frères mes sœurs mes potes je les fais rire. Mais c'est là tout le truc. On entend beaucoup ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Trop marrant. Ouais, c'est ça en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent être drôles. Enfin, du moins, ils se rendent pas compte que être humoriste c'est un métier. Ah ouais. Tu vois, moi le premier, travailler des vannes, avoir cette facilité à être à l'aise sur scène, c'est parce que même moi pareil, par la petite anecdote, j'ai fait du stand-up. J'en ai pas fait longtemps, mais j'en ai fait. Et forcément, moi j'étais une personne qui faisait rire la galerie, je faisais rire les gens au collège, rire les gens au lycée. À un moment donné, tu te dis bon bah parce que moi je suis arrivé dans cette génération où il y avait déjà les comedy clubs qui commençaient à petit s'ouvrir un peu de partout. Et on m'a dit ouais vas-y bah tente parce qu'en fait t'es quelqu'un de marrant donc tente. Et ouais la première fois et après comme j'ai dit chance du débutant, moi ça s'est archi bien passé. Mais la deuxième fois, waouh, j'ai mis un froid mais glacial dans la salle. Mais bah ça alors moi j'en mets très régulièrement des fois mais c'est comme ça parce que enfin c'est le jeu et ça dépend d'un milliard de trucs. Mais la première scène moi c'était je m'en souviendrai je vais dire un truc, je crois qu'il y a prescription, on peut plus rien faire. À l'époque, je travaillais chez Apple. OK. Travail alimentaire, donc je travaillais dans l'Apple Store du Louvre, premier Apple Store. Et en gros, moi j'ai trop envie de faire ça. Et chez Apple, il y a un mec qui gère les caisses, enfin l'oseille, qui s'appelle Francis Magnien, d'accord, qui est une espèce de mec qui se prenait tout le temps avec un maillot d'Arsenal, qui rêve d'être réalisateur. Enfin bref, un mec très bon délire. Et on discute et tout, et je lui dis ça dans une discussion, ouais, j'aimerais bien faire du stand-up. Il me dit putain, moi j'adore le stand-up, je suis fan de trucs américains, viens on écrit ensemble si tu veux. Et je dis vas-y, ok, pourquoi pas. Et donc on se met pendant nos pauses déj à aller écrire des trucs et tout. Donc je suis satisfait de ce qu'on a écrit. Donc je dis en vrai c'est Roma, il y a pas de débat. Et arrive le moment où il faut monter sur scène. Je monte sur scène en détente et je vois le public et en fait d'un coup la différence du théâtre où le théâtre les gens sont là ah, tiens je vais vivre je regarde une œuvre. Là d'un coup les regards c'est vas-y fais voir c'était marrant. Et tu sens ça en fait et tu sens ça de 80 personnes devant toi et t'es là. Et tu commences un premier truc, et autant si t'as un rire, bah toi-même tu sais, si t'as un rire, ça te galvanise et tu dis vas-y en vrai je suis un génie et tu continues ton truc. Autant si t'as pas de rire, en fait ça commence à devenir personnel et faut pas que ça se voit. T'as capté quand t'es avec tes potes et tu fais une vanne qui passe pas. Tu sais, tu fais une vieille vanne et après tu fais, tu sais, c'est gêné, tu vois ce que je veux dire, ouais. Tu sais, comme quand tu parles pas une langue et qu'il y a quelqu'un qui te parle, tu comprends pas ce qu'il dit, tu fais, c'est vraiment ce truc-là. Et sauf que là, tu peux pas faire ça sur scène, tu fais ça, t'es mort. Et la première scène, donc j'y vais avec mon texte, je suis sûr de moi, ça se passe correctement, mais parce que les gens, ils découvrent, c'est un ovni un peu le stand-up. Et en fait, après, je me rends compte que, bah, tu peux pas jouer tout le temps le même truc. C'est ça. Donc, faut écrire d'autres trucs. Et tu dis, putain, ouais, mais là, comment? Et moi, j'ai eu un parcours de stand-up compliqué, c'est-à-dire que au début, je me suis dit comment je peux faire rire les gens, mais je racontais des trucs pas vrais. Par exemple, au début, je faisais un sketch sur le bled, machin, où je racontais des trucs qui étaient pas vrais, qui me faisaient marrer, mais qui étaient pas vrais. Mais à ce moment-là, toi, t'as pas ressenti, enfin, t'étais à l'aise dans tes blagues et tout? C'était généralement quand t'inventes quelque chose, je sais pas si. C'était le tout début. Et en fait, moi, ce qui me rassurait, c'est que ça me permettait de jouer la comédie. D'accord. Tu vois, je sais plus, je crois que j'avais une vanne. Attends. C'était quoi? J'avais une vanne, je parlais de Vikash Dorasso. Ok, oui. Et je disais, faut pas se foutre de sa gueule à Vikash quand même, parce que c'était à l'époque, il était un peu dans la sauce, miskin. Et je dis, faut pas te foutre de la gueule à Vikash, c'était quand même le seul joueur qui vendait les places au marché noir avant le match, qui jouait le match et qui vendait des roses à la sortie du stade. Et je dis, il a failli aller à la Coupe du Monde, mais malheureusement, le Pakistan ne s'est pas qualifié. En même temps, au bout de 5 minutes, il s'est mis à pleuvoir, ils étaient tous dans les gradins en train de vendre des parapluies. Et donc, c'est une vanne si strasse.
C'est une vanne sistra de ouf, mais à l'époque, je faisais ça. Mais déjà, c'est pas vrai. Le gars, il joue contre le Pakistan. Enfin, tu sais, il y a rien de vrai dans toute la blague, il y a rien de vrai. Et en fait, je faisais tout ça pour amener après le fait de dire, imagine toi lundi au travail, tu rates ta photocopie et t'as 60 000 personnes qui crient, oh Michel l'émission. Bref. Donc, mais à l'époque, ça me faisait gaulerie, donc je l'ai fait. Mais très vite, tu te rends compte qu'en fait, quand t'es pas dans de la vérité, même si, tu sais, quand tu racontes une anecdote, il t'est arrivé une galère dans le métro, on abuse. Oui, Frère, il y avait 4000 personnes dans le wagon, on abuse. Ouais, bien sûr. Donc très vite, tu te rends compte quand tu racontes pas des trucs vrais, tu joues un rôle. Et du coup, t'es plus dans le kiff du stand-up, t'es vraiment dans le rôle de je raconte ci ou ça. Comment était venu justement, enfin toi, ça devient comment l'inspiration pour écrire tes textes, enfin au début quand tu venais de commencer, comme t'as dit, voilà, t'as fait la première scène, t'as commencé à être un peu plus à l'aise. Toi, tu faisais comment pour trouver justement tes blagues? Déjà à l'époque, j'étais avec Francis, donc il m'aidait beaucoup. Mais moi, dans la réflexion à l'époque quand je commence, c'est qu'est-ce que je pourrais dire qui va faire rire les gens? Et pire réflexion à avoir dans ta tête quand t'écris du stand-up, parce que du coup t'écris des trucs pas vrais, ou t'écris sur des sujets qui te cassent les couilles, tu vois, au bout d'un moment tu les joues 4 fois par semaine, puis putain j'en peux plus de parler de Vikash Dorasso, tu sais. Ouais, bien sûr. Donc c'était ça, et moi en fait j'ai un parcours en dents de scie, c'est-à-dire que j'ai fait ça jusqu'à 2013, en 2013 j'arrête le stand-up, j'arrête la France carrément, je pars vivre en Australie. D'accord. Pendant combien de temps? Je fais 2 ans en Australie, Ok. Et le paradoxe c'est que j'arrive en Australie comme un immigré, et sauf que je découvre la vie d'un immigré, mais dans un pays qui me facilite les choses plus que mon propre pays. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait plus de théâtre en Australie dans des pièces que j'en ai fait en France, et moi j'ai un agent depuis que j'ai 14 ans, donc j'ai fait beaucoup de casting, beaucoup de trucs. Alors peut-être je suis éclaté, c'est possible, et je suis pas au courant, mais en tout cas j'avais pas fait beaucoup de trucs. Je suis arrivé dans ce pays, j'ai passé mon permis, ça m'a pris une semaine, j'avais mon permis. J'ai loué une maison, on m'a rien demandé, on m'a juste dit si tu payes pas tu t'en vas, mais on m'a pas demandé un background check, mon nom, machin, tac. Et du coup il y a eu une espèce de, et je me suis mis, comme je suis un profil qui existe pas là-bas, à faire des pubs, genre la pub pour Australia Day qui est la fête nationale en 2013, si elle est retrouvable sur internet, c'est WAM. Ah oui, alors ça, que je suis même pas australien, je suis je suis en working holiday visa, enfin comme 80% des Français qui sont partis là-bas. Et donc voilà, et donc je vais là-bas, j'essaie de faire du stand-up là-bas. Donc en gros, je prends mon sketch que je joue en France, je le traduis. Ouais, voilà, je joue en anglais. Bite totale. Déjà, on n'a pas le même humour. Ouais, c'est ça. Et moi, en plus, j'arrive sur scène, premier truc que je fais, je les taille. Et ils m'ont regardé en mode, en France, ça marche. Oui, bien sûr. Là-bas, ils m'ont regardé en mode, il veut quoi, lui? Barre-toi, frère. Mais déjà, tu vois que juste quand tu changes de pays, on n'a pas les mêmes codes, parce que des fois, les Belges, il y a une époque, je me rappelle, sur moi, à l'époque de la danse, quand on faisait des blagues avec les Belges, tu sais, ils nous regardaient, ils comprenaient pas. Ouais. Et eux, pareil, quand ils faisaient des blagues, tu sais, tu dis, ah, c'est une blague. Mais j'ai pas compris, en fait. C'est ça, c'est que t'as des codes, en fait. T'as des codes. Et donc, bref, je fais ça. Après, je reviens d'Australie. Donc, 2 ans après, je reviens d'Australie, 2015. Je me remets à faire du stand-up. Et alors là, j'arrive encore avec autre chose. À l'époque, je suis célibataire, j'ai 25 piges, j'ai voyagé un peu et je me dis, vas-y, je vais faire des blagues sur la société. Je commence à faire des blagues sur Tinder, le fait qu'on branche tout. Je fais des trucs. Quand j'y repense aujourd'hui, j'avais une blague sur la clope électronique, frère. Bref, j'ai même pas envie d'y repenser. Bon, ouais. Et je joue ça. Et ça dure 6 mois. C'est cool. Je commence à. Il y a un truc avec le Paname, c'est que quand tu te barres longtemps et que tu reviens, tu redémarres. Avec forcément quelques passes droits parce que ça fait longtemps que t'es là, etc. Mais tu redémarres à la base du truc et c'est un truc qui est assez fair pour le coup, c'est-à-dire que c'est pas tu te barres 5 ans, tu reviens et vas-y on trouve les portes quoi. Donc je redémarre un peu le truc comme ça et je rencontre celle qui est ma femme aujourd'hui et là elle me dit je pars vivre à Montréal. Et elle se barre. Et je dis, je peux pas la laisser partir. Donc, je me barre de France. Donc, je arrête le stand-up ici. Okay, je mets l'argent à Montréal. Et à Montréal, je fais du stand-up. Et alors là, j'ai vu, sur des petits plateaux éclatés, j'ai vu la différence culturellement dans le stand-up. J'ai vu la différence entre les deux pays. Et je suis pas le genre, je vais pas aller dire, ouais, les Canadiens, ils seront toujours meilleurs que nous, etc. On fait pas le même humour. Mais ils ont ça dans les veines. Le concept, ils l'ont dans les veines. Et je me suis retrouvé, pour la petite anecdote, premier plateau que je fais à Montréal. Il y a un mec qui m'envoie un message sur Facebook. Il me dit, ouais, viens au plateau, ça s'appelle le Guet-Apens. Je dis, ok. Il me donne l'adresse, j'y vais. Et j'arrive, et tu sais, je suis dans les tu américaines, tu vois, avec des baraques et tout. Et je dis, il n'y a pas de bar, il n'y a rien. Et je vais à l'adresse, et c'est une zombie. C'est chelou. Tu sais, j'hésite, je sonne à la zombie, ça ouvre. Et là, dans la maison, je vois plein de gens, une meuf à l'accueil qui vend des tickets et tout. Et en fait, ils organisent un truc dans le garage, dans leur jardin.
Incroyable. Et donc, je me retrouve dans ce truc-là. Je fais, ouais, elle me dit, vas-y, va attendre dans la salle de la machine à laver. C'est d'accord. J'arrive dans cette salle, on se retrouve tous, il y a une machine en train de tourner et on est genre 5 humoristes. Et tu vois pas où tu vas jouer. Et donc, je suis là, j'attends. Il y a un gamin qui, je sais pas, il doit avoir 16 ans. Et il est là, il est en stress et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il a un petit carnet. Il me dit, je sais pas, c'est une de mes premières fois sur scène et tout. Je sais pas ce que ça va donner. Et là, le petit, il monte sur scène. Un monstre. Un tueur. Ouais, je m'en doutais. Un tueur. C'est souvent comme ça. Il faisait en fait. que du one-line. Les gens, ils étaient cuits. C'était incroyable. Et après, il m'annonce. J'ouvre la porte. Je rentre dans le garage. Tu sais, comme quand t'es jeté dans un univers que tu connais pas. Je rentre dans le garage, un tapis par terre. Tout le monde assis par terre, ça fume des gros ouinges. Pas de micro. Frère, comme si tu me tèges là et tu me dis vas-y joue et le garage blindé et je joue et pareil je bide fort mais parce que moi en fait la connerie que je fais à ce moment-là et pourtant j'ai eu l'expérience d'Australie c'est que j'adapte pas mon truc enfin je réécris pas un truc je viens avec un truc qui marche à Paris là-bas. Tu traduis en fait. Ouais. Donc en fait, tu sais, il te regarde, t'as des refs tu parles de la ligne 13 à Montréal, ça n'existe pas. Donc, non mais, tu vois, et après, t'as des expressions. Alors, à un moment, je parlais de Barbès dans ce sketch. Bah, ils savent pas ce que c'est Barbès. Donc, et c'est normal. Et donc, du coup, je me suis recassé la gueule à ce moment-là. J'ai arrêté le stand-up j'ai repris le stand-up, il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans, début mars. Parce que j'ai eu des enfants. Et à l'inverse de toutes les autres fois, en fait, quand je suis remonté sur scène, j'avais rien écrit. Et j'ai juste dit, c'est une dinguerie ce qui t'arrive quand t'as des enfants. Et comment on n'a pas pu me dire avant que j'ai des enfants, comment on a pu, avant que j'ai des enfants, me dire que tu vas voir, c'est formidable et pas me dire toutes les dingueries qui vont avec. Et ça m'a donné ce truc de, j'ai besoin d'aller, enfin, je vais pas faire le mec, c'est un truc que j'ai besoin de sortir pour l'humanité. C'est pas ça. Mais j'avais envie de dire des trucs. Et c'est la première fois depuis que je fais de la scène que j'avais envie de dire des trucs et où je me suis pas dit tiens qu'est-ce que je pourrais dire pour faire rire les gens et je me suis dit il y a forcément des gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis parce que c'est universel en termes de parentalité et du coup je suis monté sur scène comme ça et c'est ce qui fait que j'ai eu très vite un spectacle je pense en 8 mois j'avais un spectacle qu'il faut travailler. Oui, bien sûr. Parce que j'allais dire un spectacle quand même en 8 mois, ouais, mais parce qu'en fait, c'est short, toi. Sur ma vie, moi, mon spectacle, il est basé sur mes gosses. J'ai une rencontre de fou avec ma femme. On s'est rencontrés, elle est partie. Ça faisait 1 mois qu'on se connaissait. 2 mois après, elle était enceinte. Ah ouais. Et moi, j'avais tout quitté pour aller la rejoindre. Donc, il y a sur fond de comédie romantique, parce que ça ressemble à une comédie romantique en surface, même s'il nous est arrivé des dingueries. Très vite, on a eu des enfants. Et donc, du coup, mon histoire à moi par rapport à la paternité, à la parentalité, même au couple, j'ai découvert ma femme, elle était enceinte. On se connaissait à peine, tu vois. Ouais, ça va. En fait, c'est un risque, mais c'est un risque pas contrôlé. C'est un risque de ouf. Et bon, on a recommencé à faire des enfants, donc c'est que ça va. Et aujourd'hui, mon spectacle est vraiment là-dessus, ce qui fait que quand je te dis j'ai pas écrit, j'ai travaillé, mais j'ai pas écrit en mode ah tiens là comment je pourrais faire. Je raconte mon histoire avec ma femme et je raconte des anecdotes par rapport aux enfants. Quand je raconte ma vision de l'accouchement de ma femme, je raconte exactement ma vision de l'accouchement de ma femme comme si je te le racontais à toi en mode gars c'était une dinguerie. Oh. Je suis allé voir etc. C'était ouais tu vois je le raconte comme ça et après, bon, au début, il y a 1 ou 2 trucs marrants, puis après, tu travailles, t'appuies. Enfin, tu connais, où ça marche pas bien, faut que tu retravailles un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est la première fois de ma vie que je n'ai pas cherché à écrire, mais juste travaillé pour que ce soit carré, marrant, équilibré, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu mon spectacle. C'est la première fois que j'ai un spectacle, d'ailleurs, dans ma vie. Et donc voilà. Donc moi, mon rapport au stand-up, il est particulier. On s'est quitté, on s'est retrouvés. C'est une ex dont t'es amoureux, mais tu sais que vous pouvez pas faire votre vie ensemble, et puis un jour tu te retrouves 30 ans après, chacun a réussi ses trucs, ouais. Et tu dis je crois qu'on est prêt, et t'y vas à ce moment-là. Et là maintenant je peux plus lâcher, maintenant ça me manque de fou, les moments où je joue pas, ça me manque de fou, là ça fait 1 semaine que j'ai pas joué, je suis comme ça. Mais dans tous les beats que tu t'es mangé, tu sais, quand t'es parti en Australie. Non, en France, on va pas aller chercher outre-Atlantique. J'ai bidé en France énervé. On m'appelait le ventre. Non, c'est sûr. Mais t'as pas pensé à arrêter totalement le stand-up? Non. Parce que tu sais, il y a des gens, des fois, ils se prennent 1 beat, 2 beats, 3 beats. Non, parce que t'as des gens, des fois ça marche pas et. T'as des gens qui sont inspirants. T'as 2 trucs. T'as des gens qui sont très inspirants et t'as des gens, tu dis sur la tête de ma mère, si lui il y arrive, je vais y arriver. Dans cette espèce de ange démon qu'on a tous dans la tête, t'as des gens inspirants. Moi, quand j'ai vu Roman arriver en France, je savais pas qui c'était. À l'époque, je bossais au Paname, j'étais barman au Paname, et je le voyais toute la journée. Il était sur son cahier dès le matin.
Et à l'époque, il venait de, tu vois, c'était avant qu'il explose. Et je lui dis, mais Roman, qu'est-ce que tu fais toute la journée avec ton truc et tout? Il me dit, bah j'écris. Je dis, ouais, frère, on est le matin. Et il m'a dit une phrase qui a vraiment changé beaucoup de choses dans ma tête. Il me dit, Solé, un boulanger, il se lève tôt pour faire les baguettes. En fait, je crois qu'il le dit dans un sketch, ça. De la boulangerie? Ouais, je crois qu'il le dit Et dans il un fait une sketch. comparaison avec 2-3 métiers, je sais plus, après il me parlait d'un plombier, un d'ébéniste. Et il me dit, c'est mon travail. Donc, je travaille. Et du coup, là, ta vision a changé. Et là, j'ai dit, bah oui. Enfin, en fait, non, mais d'un coup, ça a pris une espèce de C'est logique. évident. C'est bah oui, ouais, j'avoue. Parce que tu sais, c'est comme les mecs qui déposent des CV, mais que à 14h30 quand ils ont fini de gaiement. Tu vois, en vrai, pour arriver à quelque chose, il faut te donner la rigueur. Et Roman, de tous ceux que je connais, j'aurais pu dire la même chose si c'était pas devenu Roman Fressinet. Mais il a une rigueur de travail, j'ai jamais vu ça de ma vie. Quand il a joué son premier spectacle, il y en avait déjà un autre qui était prêt. Ouais, mais ça m'étonne pas. Tu vois? Ouais, ça m'étonne pas. Et est-ce que ça lui vient de la culture américano-canadienne? Parce qu'il a fait l'école de l'humour, etc. Mais bon, tu peux faire toutes les écoles que tu veux. C'est les métiers, tu sais, c'est pas comme comptable. Hein. Comptable, t'as un diplôme, tu peux être comptable, humoriste, comédien, machin. Fais 70 écoles si tu veux, tu peux jamais arriver à rien. Et ça m'a vraiment changé la façon de voir les choses, de me dire en fait oui, c'est un métier. Ça s'apprend, ça se travaille et ça prendra le temps que ça prendra. Et à ce moment-là, j'ai arrêté d'être dans cette attente, tu sais, ouais, faut que je pète, faut que je buzz, faut que je machin. Parce qu'en vrai, ça fait que souffrir. Ça fait que souffrir. Et le jour où ça arrive, voilà. La preuve, c'est arrivé à un moment où tu t'y attendais même pas. Non, mais oui, alors bon, je suis très loin du compte. Mais effectivement, au moment où la seule fois où je suis monté sur scène en étant sincère, j'ai des trucs qu'il faut que je dise, c'est le moment où tout s'est imbriqué correctement, où j'ai commencé à avoir des choses dont j'ai rêvé très longtemps sans même pouvoir les atteindre. Et du coup, je suis beaucoup plus serein dans ce que je fais et je prends les bonnes nouvelles comme des bonnes nouvelles, je les remercie, mais je suis pas en mode. Il y a mon frère qui pourrait en témoigner, mais quand on avait 20 piges, il suffisait que, je te dis une connerie, n'importe qui like un tweet, on avait réussi notre carrière. On était là, vas-y, c'est bon, ça va partir, il a liké le tweet, après on va aller, machin. Je me souviens à l'époque, on avait eu 2 rendez-vous à la Cité du Cinéma, dans notre tête, on avait un Oscar, on était dans Entourage dans notre tête. Et pas du tout. Mais la jeunesse fait que tu penses à des choses comme ça. Et là où ça devient intéressant, c'est quand tu réussis à avoir le recul, à apprécier chaque bonne nouvelle, mais en te disant, ok, c'est juste une pierre en plus que j'ai mis sur mon mur. Et il y a un moment où ce mur il sera complet, je vais me reculer, je vais être comme As, si possible avec un gros Garci. Je vais être comme As, il est pas mal ce mur quand même, tu vois. C'est vraiment ça le truc aujourd'hui. Non, après ce qui est bien, c'est que tes expériences de vie, elles t'ont permis d'avoir du recul sur tout ce que tu faisais. Parce que souvent, quand j'échange avec des personnes qui soit se lancent dans le cinéma, là c'est la première fois du coup pour le stand-up, mais je me rends compte que ça a un très très grand lien. C'est que souvent au début, quand ils commencent à faire un métier, ils le font pas pour les bonnes raisons, ou du moins ils le font pas avec la bonne vision. Souvent c'est au début, je fais les choses pour buzzer. Et le problème, en fait, c'est que même si tu gardes cette vision-là, quelque part, c'est bien, parce que c'est bien aussi de rêver, tu sais, de voir, en fait, très, très loin dans ce que tu vises. Mais, malheureusement, des fois, c'est la méthode de comment c'est fait qui est pas bonne. Tu vois, un exemple tout bête, tu me parlais de rigueur, tu me parlais de travail des blagues, comme t'as comparé à Roman Fressinet, pardon. Lui, tu vois, il écrivait tout le temps et tu sens que, comment t'en parles, et même je le vois quand on regarde sur scène, il applique ses blagues en fonction du public, il parle de choses qui sont vraies, tu vois. Et c'est vrai que regarde, quand on prend ton anecdote à toi, t'es parti dans 2 pays différents, t'as juste en fait... J'ai bidé internationalement. Ouais, tu vois, je suis un international bideur. Et en fait, t'as juste traduit en fait plutôt qu'adapté. Et ce qui est bien, c'est qu'avec tout ce recul que t'as eu, parce que ça t'a permis de justement avoir des vraies choses à raconter, donc au moment où tu t'es reconnecté avec toi-même et t'as été sincère envers toi-même, bah c'est ce qui t'a poussé à être encore meilleur et plus qu'à l'aise en fait sur scène. Tu sais, il y a une phrase qui dit, alors je vais faire Zarma le mec qui fait une citation, mais je me souviens même plus qui l'a dit. C'est il y a un mec qui est dans un rendez-vous, on lui demande de faire quelque chose, et il dit ouais ok d'accord, et il écrit le petit texte qu'on lui a demandé et il donne au gars. Et le gars il dit bah c'est super, je te dois combien? Et l'autre il dit une somme genre de malade et il dit mais attends t'as passé 2 minutes à le faire. Il dit non, j'ai pas passé 2 minutes, j'ai passé 20 ans et 2 minutes à faire ce petit texte. Parce qu'en fait tout ce que t'as l'impression de faire pour rien, tu le fais pas pour rien. Mais c'est une accumulation de choses qui font qu'au moment où c'est bon, et c'est ça d'ailleurs qui est un petit peu
traître dans ces milieux de l'audiovisuel et tout, c'est que Jonathan Cohen, quand on le voit arriver, on a tous l'impression qu'il arrive du jour au lendemain, il tombe du ciel. Alors que non, ouais. Alors que non. Il a taffé comme un chien et avant d'être Jonathan Cohen comme il est aujourd'hui, nous plier de rire et tout, il a galéré, comme on a tous galéré. Et en fait, moi, comme je suis parti plein de fois, aujourd'hui, dans le stand-up, enfin même dans l'univers audiovisuel, il y a plein de gens qui savent pas qui je suis. Et là, je te parle vraiment du microcosme. En France, je pense que la majorité des gens ne savent pas qui je suis. Mais dans le microcosme, t'as plein de gens qui savent pas qui je suis et ils ont l'impression que je viens de démarrer. Mais c'est souvent comme ça. Et oui, mais à la limite, j'ai envie de te dire, moi, je m'en entre guillemets, si tu joues un peu là-dessus, tu dis ouais, je viens de commencer, ça fait 3 mois, les gens disent putain, t'es quand même à l'aise. Tu vois, mais c'est pour ça que je fais aussi cette émission, parce que comme je dis, les gens ils ont tendance à voir que la partie apparente de l'iceberg. Mais le jour où ton émission elle sera sur Apple TV+ ou Netflix, c'est tout ce que je te souhaite, ou Canal ou j'en sais rien, peu importe, sur un gros média, tu verras que les gens vont dire ouais, c'est une dinguerie, je connaissais pas, ça a l'air cool. Et il y a la nouvelle émission, frère. Alors que ouais, il y en a eu, enfin j'espère, mais il y en aura. Non, mais il y en a énormément avant, ouais, c'est vrai. Et t'as forcément comme tout le monde fait des erreurs au début. Ah oui, ça. T'en feras encore, mais même au moment. Mais non, mais c'est normal. Non, mais moi, de toute façon, je suis dans la mentalité où faut faire les choses, quitte à tomber, mais faut faire parce que c'est comme ça que t'apprends. Bien sûr. Il y a un comédien qui s'appelle, d'ailleurs, il a fait aussi du stand-up, je sais pas s'il en fait encore, c'est Arsène Lupin. Ouais. Je sais pas si tu le connais. Non. Lui, un jour, il m'a dit une phrase et je crois que c'est son grand-père qui lui a dit, et que paix à son âme parce qu'il est plus de ce monde. Paix à son âme. Et ce qui s'est passé, en fait, il lui a dit, tu sais, en fait, il y a des gens, si tu restes que sur la théorie, en gros, tu restes que sur de la théorie, bah forcément, tu feras jamais d'erreur. Bah, bien sûr. Mais t'apprendras rien. En fait, tu vas apprendre ton truc par cœur, mais tu n'auras pas d'expérience de vie. Mais il a dit, mais quand tu vas commencer à sortir et à faire quelque chose, bah forcément, tu vas tomber, tu vas te tromper, etc. Tu vas faire des erreurs, mais c'est ça qui va, entre guillemets, te permettre de devenir quelqu'un de meilleur dans ce que tu fais et à un moment donné, atteindre justement le niveau que tu vises et voire même... en vrai, c'est la base de tout. Si tu prends du recul, moi, je l'ai découvert avec mes enfants. Il y a aucun gosse sur cette terre qui marche sans s'être cassé la gueule. Enfin, ça n'existe pas. Oui, il y a aucun gosse qui parle sans avoir dit blablabla avant. Ça n'existe pas. Donc, quand tu regardes ces choses-là, moi, je sais que, alors ça peut paraître être une phrase bateau ce que je dis, mais moi, mes filles, je pense qu'elles m'ont plus éduqué et plus fait grandir que ce que je leur apporterai jamais de leur vie. Il y a énormément de parents qui le disent. Mais oui, mais parce que ça t'apprend tout. Déjà, tu te rends compte de la force qu'il faut pour aller. Moi, quand je suis arrivé en Australie, que je parlais pas anglais. J'ai attendu que ça vienne. Et ce qui est marrant quand tu arrives dans un pays où tu parles pas la langue, c'est que tes relations, elles évoluent en fonction de ton vocabulaire. Au début, moi, je vais pas te mentir, je traînais qu'avec des mecs, tu sais, où le niveau de conversation, c'était les catégories de sites de huc. C'est le seul truc que je savais dire en anglais, tu vois ce que je veux dire. Et petit à petit, ça monte. Tu vas avec ceux qui parlent de voiture et de machin. Et en fait, tu te retrouves à avoir, et les gens te perçoivent en fonction de ça. Moi, je me souviens qu'au début, ils me percevaient comme un mec, pas teubé, mais, enfin, si, presque, mais en même temps, c'est normal, j'arrivais pas à parler. Donc, ils me percevaient un petit peu comme ça. Et puis, petit à petit, tu te rends compte que les gens te perçoivent différemment. Ils font, ah non, mais d'accord, je savais pas que tu faisais. Et nous, on est adultes et on galère. Et moi, quand j'ai vu mes filles apprendre à parler, à marcher, tomber et recommencer, tu dis, bah, elle a pas peur de se faire mal. Bah, en fait, elle n'y pense pas, parce qu'elle est obligée de faire ça pour aller là-bas. Et ça te donne des leçons de vie de fou. Et après, si tu te les appliques un petit peu à toi, moi, j'avoue que j'essaye d'être un peu honnête avec moi-même et de dire ce que je demande à mes enfants, je vais essayer de me l'appliquer à moi avant, parce que sinon, c'est un peu culotté. Et aujourd'hui, le stand-up, et encore une fois, je suis même pas dans de la, pour moi, il y a artistiquement de la place pour tout le monde sur Terre, et je serai jamais dans le truc de vas-y, il faut pas le mettre en avant parce qu'il est sur mon créneau, on s'en bat les couilles, c'est pas le débat. Mais moi, comment je vois les choses, c'est que tu prends le temps de faire comme bon te semble, tu prends du plaisir, et le jour où les gens s'intéressent à toi, ils te suivront pour toujours. Maintenant, si toi tu fais pour intéresser les gens, c'est comme une rencontre. Tu sais, on a tous fait quand on était jeunes, tu rencontres une meuf et tu fais genre ouais non mais moi l'oseille ça va. Tu t'inventes un toi qui n'existe pas. Et le jour où ça devient une relation pérenne, tu dis putain ouais, c'est relou. Tous les jours faut que. Exactement. Tu vois, tous les jours faut que je sois là, et ça va jamais nulle part. Alors que le jour où tu dis écoute, moi j'ai rien, voilà qui je suis. Toi t'as rien, voilà qui t'es, ou t'as pas, peu importe. Il y a jamais personne qui sera déçu. C'était comme ça depuis le début. Et c'est pareil pour l'audiovisuel, le stand-up, la télé, tout ce que tu veux. Voilà. Moi, aujourd'hui, je peux dire que sur scène, je raconte sincèrement ce qui m'importe et ce que je suis. Et s'il y a des gens qui connectent avec moi, je peux leur garantir que pendant, je sais pas combien de temps ça durera, le plus longtemps possible, mais
on va évoluer ensemble. On a le même délire, on va évoluer ensemble. Et là, je vous raconte la naissance de mes enfants, mais je vous raconterai quand ma fille elle rentre au collège, quand elle a son premier mec, comment je l'ai tué. Et ça va évoluer en fonction. Et aujourd'hui, moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant là-dedans. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Et je m'en fous que les gens me trouvent chambé. Je parle des gens de mes pairs. C'est pas la priorité. C'est pas ma priorité. Je suis ravi si c'est le cas. Et surtout, moi, j'ai vu 2 générations de stand-up exploser. Et j'étais, entre guillemets, avec eux sur scène à un moment. Et quand ils ont explosé, j'étais plus là. J'ai eu de l'aigreur la première fois. Ouais, putain, tu vois, si j'étais resté, moi aussi, j'aurais pu. La deuxième fois, beaucoup moins. C'est cool qu'ils aient réussi, machin. Ouais, moi, j'ai pas travaillé de toute façon. Et ça joue beaucoup. Moi, Tom Villa, Mohamed Noir, Tony Saint-Laurent, Mathieu Madénian, etc. Au tout début du Paname, il y avait que 4 plateaux, on était tous sur les mêmes plateaux. Fari, Kian Kojandi, Kéron, tous ces mecs-là, on était sur les mêmes plateaux. Deuxième phase de vie de stand-up, c'est vraiment le décollage de Hakim Djemili, Ahmed Sparrow, Roman qui arrive à ce moment-là, Jimo. Enfin tous ces gars-là qui ont explosé. Nordine, moi je l'ai vu commencer, Nordine Ganso, je l'ai vu commencer le stand, il était tout petit, tout rond, machin, et il voulait absolument. Et voilà, et ce gamin pour moi, enfin je dis ce gamin parce que c'est comme mon petit ref, mais pour moi c'est un exemple aussi à suivre. Il habite à Bordeaux, dans la banlieue de Bordeaux, il montait à Paris, il se tapait des bus de nuit, des machins, pour le faire. Il a travaillé. Et il était là à 19 ans à dire je suis puceau, tout le monde, tu sais, il y en a qui se foutaient de sa gueule, genre machin. Il a un game plan dans sa tête. C'est magnifique et aujourd'hui il est en train de tout cartonner et je lui souhaite d'encore plus tout cartonner, de remplir le Stade de France s'il faut, parce que il faut se souhaiter du bien, il faut se soutenir, il faut pas se juger. Quand t'as un mec qui bide et que t'as tout le monde qui le termine, si c'est bienveillant en mode entre potes, ok, mais frère, il y a personne sur cette terre qui peut se targuer de dire moi depuis que je suis monté sur scène j'ai jamais pris un beat, ça n'existe pas. On a tous joué au moins une fois dans une chicha. Et ouais, c'est vrai en plus. Mais c'est bien que tu parles de ça parce que même que tu parles de tous ces humoristes-là, parce que c'est vrai que quand tu les vois arriver, comme tu disais tout à l'heure, on a trop l'impression qu'ils viennent d'arriver en fait. Bien sûr. Parce que là, quand tu parles de leur anecdote, du travail qu'ils font, avant d'être arrivés là où ils sont aujourd'hui, tu te rends compte que c'est une vraie marge de travail en vrai. Mais évidemment, je pense qu'il y a plein de gens pour qui Nordine Ganso, c'est genre étoile montante, il a commencé et là il explose tout. Il a un mental. Enfin, en fait, il faut un mental. Aujourd'hui, je crois que sur Paris, je vais peut-être dire une connerie, mais si je la dis, c'est à la baisse plutôt qu'à la hausse. Je crois qu'il y a 1000 stand-uppers sur Paris. Il y a énormément de plateaux d'humour, mais c'est pareil. Ça, aujourd'hui, et c'est un truc que moi, je n'hésite pas à dire. Moi, la maison mère des plateaux de stand-up, pour moi, c'est le Paname. J'ai commencé là-bas et factuellement, la plupart des gens, ils te parlent beaucoup du Paname. Factuellement, c'est le lieu qui cristallise tout ça, le lieu qui a vu passer tout le monde sans exception, c'est vraiment le Paname. Après, il y a d'autres plateaux qui s'ouvrent. Aujourd'hui, quand tu veux démarrer le stand-up, tu as des canaux du Paname qui sont les labos du rire, etc., mais qui prennent du temps, c'est normal. Tout le monde va là-bas. Donc, à un moment donné, tu peux pas étirer une journée sur 72 heures. Donc, ça prend du temps, mais on te laisse ta chance. Faut être persévérant, mais ça peut partir aussi de l'initiation. Tu montres que tu as envie. Au bout d'un moment, on dit, vas-y, viens, c'est ton moment. Maintenant, faut que tu assures. Et après, tu as plein d'autres plateaux à Paris qui sont gérés souvent par des humoristes et qui sont, c'est Fort Knox. C'est-à-dire que, et encore une fois, je te parle absolument pas de talent, je dirais jamais que je suis le plus fort sur scène, je suis l'étoile du stand-up, machin, c'est pas du tout ça que je dis. Je parle pas de talent, je parle juste d'humanité. Moi, il y a des gens aujourd'hui qui gèrent des plateaux à Paris, que j'ai vu commencer, et quand je me suis remis dans le stand-up, j'envoyais des messages. Ouais, frérot, vas-y, envoie une vidéo. Ah ouais, c'est... Et en fait, tu te retrouves aujourd'hui avec des jeunes ou des moins jeunes qui ont envie de faire ce métier. Il y en a qui ont du talent et qui peuvent pas le faire. Ouais, parce qu'on les bride, ouais. T'as jamais eu autant de comédie club à Paris. Il n'y a jamais eu autant de stand-uppers à Paris. Et ça n'a jamais été aussi compliqué que de faire du stand-up. Alors que le stand-up en France aujourd'hui, c'est genre le truc numéro 1. Et ça, c'est un truc qui, je sais pas si c'est lié à l'ego, je sais pas quoi, à la jeunesse, j'en sais rien. Non, même pas parce qu'il y en a qui sont pas jeunes. Mais t'as une espèce de truc de non, nous on rentre pas là-dedans, on se fait notre fame, faut partager des vidéos, faut faire des trucs. Et c'est aujourd'hui dramatique parce que
Au Paname, à l'époque, on jouait, on sortait jusqu'à 4 heures du matin, on était tous ensemble. T'avais une vanne, t'y arrivais pas, t'allais voir Roman, Hakim. Tu dis ouais frère, j'ai cette vanne, machin, je sais pas quoi faire. Il dit bah essaye ça, essaye truc, t'essayes. Alors ça a marché, ouais c'était cool. T'avais vraiment un truc comme ça. Il y a toujours eu de la concurrence, c'est normal, c'est bien la concurrence. C'est bien, au contraire. Mais aujourd'hui, pour les gens qui veulent démarrer le stand-up, bah, t'en es exactement à la même étape à peu près que quand t'as envie de trouver du travail et que tu sors d'une école. Vous avez quoi comme expérience? Bah, j'en ai pas. Je viens de faire l'école. Ah oui, bah revenez quand vous avez une expérience et tu pourras jamais travailler de ta vie. Ouais, donc c'est compliqué. Ouais. En vrai, là, dans ce que tu dis, ce qui est beau aussi, c'est de parler toujours de l'envers de ce décor. C'est qu'il faut avoir un vrai mental, en fait, si on veut se lancer dans le stand-up. Ah bah oui. Moi, aujourd'hui, je te le dis, et en vrai, je cherche pas de fou parce que j'ai des enfants et que la journée, je travaille, j'écris avec des gens, etc. Donc, j'ai des activités. Mais aujourd'hui, moi, il y a 98% des plateaux de Paris où je joue pas. Pas parce que j'ai pas envie, que je fais le mec, etc. Je demande. Mais tu te retrouves avec des gens, ah ouais, mais je te connais pas, machin. Ben, c'est pas grave, tu me connais pas. Viens, je joue, on verra. Tu me trouves nul. Tu me trouves nul, arrête et tu me trouves. Et alors que moi, j'ai toutes ces années derrière. Encore une fois, je parle pas de talent. Je parle juste de principe. Tu sais moi, demain, il y a n'importe qui de l'époque du Paname qui vient, si j'ai un plateau, j'y viens. Moi, j'ai animé des plateaux pendant 6 mois là. Chaque personne qui m'envoyait un message, même des gens que j'ai jamais vus de ma vie, je dis viens. Je te mets pas dans le line-up parce que tu as aussi les réalités financières du stand-up. Line-up, chapeau ou cachet. Voilà, s'il y en a plus qui jouent, bah t'es moins payé. Donc ça, je peux comprendre. Je vais pas imposer aux autres. Bien sûr. Mais je te dis, t'as envie d'essayer, viens. Et je vais pas te faire essayer un mardi à 11h40 dans un PMU Place Clichy. Je vais te faire essayer un samedi à 20h30, là où il y a les meilleurs qui sont là. Donc tu vas jouer au milieu d'eux et frère, t'apprends pas le football dans un terrain vague. Enfin tu peux, oui, mais tu vois, après pour évoluer. Si je veux voir ce que tu vaux, je vais te mettre dans les meilleures conditions. Je vais pas te mettre dans des trucs où c'est bourbier, où il y a 2 mecs qui sont bourrés, un mec qui parle pas 7 francs. Non mais tu vois. C'est vrai. Et aujourd'hui, t'as beaucoup d'open mic dans les tout petits lieux où c'est comme ça. Moi j'ai fait des plateaux quand j'ai repris le stand-up, il fallait que je paye une boisson pour aller jouer. Ah ouais, c'est incroyable. Non mais tu vois ce que je veux dire, on en est là. C'est toi qui anime quand même la soirée des gens qui. Ouais. Faut que tu payes. Et il y en a certains, faut que tu payes ta boisson, faut que tu amènes des gens avec toi, sinon tu peux pas jouer. Pour être sûr que la salle est remplie. Enfin, tu vois, voilà. Donc il y a les lieux incontournables. Ils ont toujours resté sur la même ligne de conduite. Comme je te dis, le Paname, c'est dur de rentrer au Paname parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. Mais on te laisse toujours ta chance dans les labos du rire au bout d'un moment. Faut être persévérant, c'est comme ça. Et après, t'évolues. Les horaires des plateaux, ils évoluent. Le meilleur plateau étant 20h30 où c'est celui où Gad Elmaleh vient tester ses blagues par surprise. Ouais, tu peux être dans la salle, t'as Gad Elmaleh, t'as Roman Frécinet, t'as Paul Mirabel et t'as Nawel Madani sur le même plateau et t'as payé le même prix que si t'avais WAM. Je peux comprendre, tu es content. Mais voilà, tes horaires évoluent en fonction de toi, comment t'évolues. Et voilà. Et c'est aujourd'hui, moi, ces endroits-là que je recommande. Mais ne serait-ce qu'aller voir, aller regarder. Oumoud, quand il est arrivé au Paname, Oumoud Koker, c'est un mec chambé, c'est un humoriste qui est d'origine turque, qui en joue pas mal. Au tout début quand il venait au Paname, il venait regarder. Tous les jours, à tous les plateaux, il était là. Jusqu'au moment où ça va frérot et tout machin, ouais ça va, ouais je veux faire ça. Et petit à petit, il s'est fait son truc. Et il est arrivé, et maintenant, il fait les premières parties de Kev Adams, ses spectacles, ils sont complets, après, et c'est trop bien. Ouais, c'est bien, parce que c'est aussi une manière d'apprendre, le fait ce qu'il a fait, et aussi de se créer du contact. Donc c'est très, très lourd de sa part. Ouais. Et merci pour tous ces conseils. Je vous conseille de les suivre, parce que au moins, on vous parle en toute transparence, et je trouve ça magnifique. Dans tes sketchs, tu parles énormément de ta famille, de tes enfants. Et tout à l'heure, tu disais que tu as eu, justement, dans une anecdote, que ta femme est tombée enceinte et à ce moment-là, tu as arrêté parce que tu venais d'avoir des enfants, si je me trompe pas. Et est-ce que à ce moment-là, tu as pensé à totalement arrêter? Je m'explique, parce que souvent, j'ai tendance à entendre des personnes qui, dès qu'il y a l'arrivée d'un enfant dans leur vie, tout de suite, ah bah j'ai arrêté mon activité parce que tu connais, maintenant j'ai des enfants. Et moi après, je veux pas encore d'enfants, donc je peux pas me permettre de parler. Donc forcément, je demande à toi qui a de l'expérience. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui, je sais pas s'ils se mentent eux-mêmes parce qu'ils ont peut-être peur de passer un cap dans un milieu, mais souvent ils sont en mode ouais mais moi, ils se cachent souvent derrière leurs enfants, tu vois. Alors moi je pense déjà j'ai une théorie qui est vraie pour mes 2 filles. C'est que l'arrivée d'un enfant, il y a un dicton qui dit un enfant ça vient avec des bonnes nouvelles.
Et l'arrivée d'un enfant, en fait, je sais pas si ça vient avec des bonnes nouvelles, mais ça te donne un truc qui est, effectivement, tu as deux choix. Moi, j'ai réfléchi, hein. Ma première fille, j'ai dit, bon, maintenant, c'est simple. Soit je prends un métier normal, parce que de toute façon, je ferai tout pour subvenir aux besoins de mes enfants. Et ma femme, pareil. Enfin, ma femme subvenir aux besoins, je veux pas dire que j'entretiens tout le monde. Non, mais je tiens à le dire. Donc, je ferai tout pour ça. Et s'il faut que j'ai 5 tafs, que je fasse le ménage le matin, que j'aille taper au McDo le soir, etc., je le ferai de toute façon. Et en fait, je me suis dit maintenant, soit j'y vais à fond, je prends tous les risques et je deviens auteur, je remets ma carrière de comédien en avant et je me remets au stand-up. Et je fais ça à fond et ça va être galère au début, mais on va le faire comme ça. Soit je fais ça, soit j'arrête tout. Donc je peux comprendre les gens qui disent j'arrête tout, parce qu'en fait le précipice de dire je me lance. J'ai toujours pas de parachute, mais cette fois-ci je suis pas tout seul à sauter. J'ai mes gosses et c'est vraiment particulier. Il faut déjà avoir une femme qui comprend. Moi, j'ai eu la chance, j'ai une femme qui a compris. Il y a des moments où elle capte pas, mais parce que c'est des univers qui sont. Mais globalement, elle est avec moi, elle me soutient, etc. Et en fait, j'ai eu cette chance, donc des bonnes nouvelles qui arrivent avec les enfants, de dire vas-y, j'arrête tout. Et si tu veux, comment je suis devenu auteur, par exemple, c'est un hasard de la vie. C'est Charlie Niobé. À l'époque, moi, je viens de revenir de Montréal. J'ai plus de taf, machin. Et Charlie m'appelle et il me dit ouais Solé, j'aimerais bien que t'écrives sur une série que je veux faire sur YouTube. Faut que je te présente le producteur. Il me présente le producteur, qui s'appelle David Doro. Je t'embrasse. Et donc on fait une session, etc. Et à la fin, je dis à David, t'es en catimini quand tout le monde est parti. Je dis David, si t'as du taf d'assistant de prod ou quoi, vas-y, je prends. Faut que je travaille. Et je veux travailler dans le giron de ce que je veux faire. Pas aller servir des cafés, ça te prend trop d'énergie. Et j'ai fait ça pendant 8 piges, donc il n'y a pas de problème, mais ça te mange toute l'énergie, t'as plus le cerveau pour faire autre chose. Et je dis, si t'as un truc, il me dit, mais pourquoi tu veux pas être auteur plutôt? Et je dis, je sais pas, j'ai pas trop de rêve et tout. Il me dit, ok, je vais voir ce que je peux faire. Le temps passe, je suis en fin de Pôle emploi, j'arrive le dernier jour de mes allocations. Je suis dans le tramway avec ma femme, dans toute ma vie, porte de Vincennes, mon téléphone il sonne, numéro je connais pas, je décroche, je dis allô, il me dit ouais c'est David Doro et tout, je fais oui. Et il me dit voilà, c'est bon, j'ai un truc pour toi, moitié assistant de prod, moitié auteur, viens, on t'embauche et tout. Et donc là je dis ouais c'est une dinguerie, le dernier jour de mes allocs. Et j'y vais et je commence à travailler avec lui. C'était pour une boîte qui s'appelait Plazer, enfin qui s'appelle toujours. Et je commence à travailler avec lui. Et après, on part de là-bas, on fait un truc où je me mets à écrire des pubs pour la Fox. Gros groupe et tout, je me mets à écrire des pubs. Je vais sur le tournage, il y a des camions, frère. Il y a, je sais pas combien de caméras, les équipes, ils sont 25 personnes. Il y a le réalisateur qui vient me voir, qui me fait, est-ce que ça te va si on fait ça? Et je dis à David, pourquoi il me parle? Et David, il me dit, t'es l'auteur, c'est toi le patron. Hein. Et je dis, ah bon? Bon, bref. Et donc, je commence à rentrer dans un truc comme ça. Et après, avec David, on est avancé. J'ai fait un docu. Enfin, j'ai présenté une émission sur une chaîne qui est morte avant d'être née. On a fait vraiment plein de trucs. Et du coup, j'avoue que j'ai passé 4 ans à dire à ma femme, t'inquiète, si Dieu veut, le mois prochain, on est Yam. J'avoue. Mais ça a pris 4 ans. Mais au moins, maintenant, aujourd'hui, je peux me regarder dans une glace et me dire, t'as fait un choix, ça a été hardcore. Il y a des mois où je suis très honnête avec toi, il y a des mois, j'ai gagné 15 000 euros et il y a des fois, pendant 6 mois, j'ai gagné 0 euros. C'est le jeu. Faut pas être con. Une fois que tu le sais, tu dis, bon, les prochains 15 000 euros, je vais peut-être faire attention. Voilà. Mais, et aujourd'hui, je me regarde dans une glace et je suis content. Je me suis dit, tes enfants, ta femme, tout ça, ça t'a donné le courage d'aller au bout de ce truc. Et alhamdoulilah, comme on dit, tu l'as fait. Et voilà, après, ça peut s'arrêter. Et comme j'ai connu la galère quand j'étais petit, pareil, j'ai des parents qui ont tout fait, donc on a eu l'opulence, la galère, c'est normal. Comme j'ai connu la galère quand j'étais petit, j'ai une force que personne ne pourra jamais me retirer et qu'on est beaucoup à avoir. J'ai pas peur de rien avoir. C'est beau. J'ai pas peur, j'ai déjà rien eu, je sais que ça tue pas. Donc si j'ai, tant mieux. Si j'ai plus demain, je ferai en sorte de revoir, mais je risque rien. C'est très très beau ce que tu viens de dire. Je sais qu'à côté de ça, t'as pas fait que du stand-up, t'as fait aussi de l'acting. Ouais. En plus, tu viens de m'annoncer un truc là juste avant en off que tu joues dans la série Scène de ménage. Ouais. Parce qu'en fait, je me disais que ton visage il m'était familier, mais je savais pas d'où, tu vois. Ouais. Et là, maintenant, je viens de le capter, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton expérience? L'histoire de Scène de ménage, elle est marrante. Scène de ménage, je suis dedans depuis 2013. Et alors, j'avoue,
je vais le dire doucement, mais moi je regarde pas parce que je suis pas fan de ouf de la série, mais c'est mon délire. Moi je suis de l'époque H, caméra café, quand j'ai vu Scène de ménage arriver, je fais c'est pas mal, mais c'est pas mal. Et un des réalisateurs de Scène de ménage qui s'appelle Karim Ada, en 2013 m'a fait venir sur un épisode où je jouais la pendaison de crémaillère du voisin du dessus de Raymond et Huguette. Paix à son âme, Huguette. Ouais. Et depuis ça, tous les ans, il m'appelle et régulièrement j'y vais, je fais des trucs et donc je suis le voisin du dessus depuis ça va faire 10 ans maintenant. Donc voilà, j'y suis pas tout le temps, mais j'y suis régulièrement. En revanche, aller tourner dans Scène de ménage, j'adore ça. Parce que les décors sont ouf, les équipes elles sont chambées, c'est à la Cité du Cinéma, donc je te cache pas que tu vas pour tourner dans Scène de ménage, tu passes devant le studio du Bureau des légendes, tu fais moi je vais aller, je viendrai là demain. Mais non mais en vrai je cracherai jamais sur une des mains qui me nourrit et même sur les expériences, ils sont tous géniaux, les auteurs ils sont super et tout, bref. Et donc ouais, Scène de ménage c'est un truc que je fais régulièrement et que je prends plaisir à faire en tout cas. Et à côté de ça, là pour l'instant, tu es vraiment impliqué dans le milieu du stand-up, dans le milieu du cinéma, tu comptes faire quelque chose, arrêter ou pas du tout? Alors là, j'ai tourné un film cet été avec Nabil justement. J'ai tourné un film cet été qui s'appelle Neuilly-Poissy, qui va sortir là en mars. J'ai un petit rôle dedans. En fait, c'est un film qui se passe en prison et je joue un des gardiens de prison. Et ça m'a intéressé de jouer un gardien de prison en tant que Algérien d'origine, donc immigré, de jouer un gardien de prison plutôt qu'un détenu. Ouais. Et voilà, donc c'est un petit rôle, mais c'est un film avec Max Boublil, Malik Amraoui, Steve Chencheux, Julian Nasseri, excellent Julian Nasseri, réalisé par Grégory Boutboul et produit par Latika Cinéma, Constantin Briest, si tu nous vois, on t'embrasse. Et donc voilà, donc on a pris vachement de plaisir à tourner ce film. C'est un film qui parle vraiment de la pluralité religieuse et en fait de toutes ces ressemblances qu'on laisse souvent sous un tapis et à force de pas vouloir faire face aux réalités, on oublie qu'on est tous frères. En gros, c'est ça un peu la morale du film. Et donc c'était très sympa. Là, je tourne un film normalement, si Dieu veut, sur la fin de l'année, là, vers le printemps, à Nice. Voilà, dont je parlerai le moment venu, parce que j'ai aussi appris un truc avec les cheveux blancs, c'est que tant que t'es pas en train de tourner, faut pas, ça sert à rien de parler, puisque c'est mieux. Tout, dans ce métier, tout peut ne pas exister. Donc, voilà, mais bon, bref, il y a ça. Et ouais, j'écris et je continue à écrire tous les jours avec des gens ou sur mes propres projets, fictions. Et là, je présente ma dernière actualité, je suis le joyeux luron de Bernard Montiel dans une émission qui s'appelle L'Invitation, qui on a tourné les 2 premiers épisodes là avec des super invités et ça va démarrer à partir de mars. Donc c'est cool. C'est une nouvelle expérience parce que c'est pareil, j'ai jamais vraiment fait ça. Mais en fait, tu te rends compte que quand on te dit là, faut que tu sois marrant. Tu dis bah attends, je vais regarder. Enfin c'est quoi, non mais ouais. Et t'as des discussions entre 2 personnes, tu vois, moi l'univers de la télé, Montiel et les invités, il les connaît tous. Je sais pas, ce mec-là, il connaît le monde entier. Je lui dis à chaque fois, faut inviter qui pour que tu le connaisses pas. Et du coup, il y a une relation comme ça. Et toi, t'es là, tu dis mais est-ce que tu sais, tu te sens pas légitime au début à dire bah attends, je vais couper la parole, j'ai une super vanne. Ouais, c'est sûr. Et donc t'es dans ce truc, donc tu tâtonnes, etc. Mais l'expérience était géniale. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que c'était plein d'informations en même temps. L'émission va être bien, c'est sûr. Quand je dis ça va donner, je sais pas si je vais être marrant, ça on verra. Parce que c'est pas du stand-up, donc t'as pas de retour instantané de ce que tu fais. Mais voilà, donc c'est l'actualité là et puis après surtout le spectacle. Là, je suis focalisé là-dessus cette année et je reprends le théâtre à partir de septembre normalement aussi. Je fais une pièce de théâtre. Ah bah c'est bien, c'est beau parce qu'en fait il y a une très très belle évolution en fait sur tout ce que tu as fait quand justement on voit toute ta carrière, d'où tu pars et où tu es arrivé aujourd'hui. Je trouve que c'est une évolution constante et ce qui est bien c'est que tu t'arrêtes pas. Ah bah écoute, tu t'arrêtes pas. Jusqu'à ce que mort s'en suive, comme dirait l'autre. Dernière petite question avant de clôturer cette interview. Quand tu retraces tout ton parcours, parce que voilà, de ce que j'ai cru comprendre, tu es déjà issu d'une famille qui était beaucoup dans l'artistique. Voilà, tu as eu des beats, tu as eu des expériences où tu t'as arrêté, t'as repris, t'as arrêté, t'as repris. Quand tu regardes tout ton parcours avec ce recul, est-ce que déjà en premier lieu, tu es fier de toi? Et aussi une deuxième question, parce que je sais que tu parles énormément de ta famille, et pour moi, je fais attention à ce genre de détails. Je pense que ta famille, c'est une motivation, c'est sûr. Mais est-ce que déjà tu es fier de toi, ce que tu fais? Et
c'est quoi l'émotion de ta famille, de tes filles? Parce que je sais pas dans quel âge, mais je sais qu'elles sont un minimum grandes, tu vois. Ouais, il y a la grande à 6 ans et la petite elle a 3 ans et demi. Ouais, donc elles savent ce que je fais. C'est quoi le ressenti en fait quand est-ce qu'elles sont fières de leur papa? Oui, elles sont. Il y a ma fille qui m'a dit un truc il y a quelques jours. Là, j'allais faire une lecture au théâtre justement de la pièce que je vais faire, et où elle me dit papa, tu vas jouer dans un spectacle? Et je dis oui. Et elle me dit tu sais pourquoi ils t'ont pris papa dans le spectacle? Je dis non. Elle me dit parce que t'es bon, t'es le meilleur papa. Et en fait, en me disant ça, je sais qu'elle m'a jamais vu, mais en me disant ça, tu te dis putain, en vrai, il y a que ça qui m'intéresse. Je veux pas mentir, je veux pas être désagréable avec les gens, mais moi, à partir du moment où mes enfants, ma famille sont fiers de ce que je fais, tout le monde peut me cracher dessus. Et je vais te prendre un exemple. Hein. Un mec qui est décrié, adulé un petit peu tout en même temps, Kev Adams. Ah ouais, Kev Adams, il prend le tarif. Hein. Kev Adams, il prend peut-être un tarif, mais à 15 piges. Et moi, j'ai appris à le connaître. Je peux pas dire qu'on s'est croisés plusieurs fois. Ce mec-là, il aura toute ma vie, tout mon respect, parce que quand il avait 15 piges, il a dit quand j'aurai 30 ans, je serai là. Et qu'à 30 ans, il est arrivé là, et qu'aujourd'hui, il peut regarder toute sa famille, tous ceux qui ont travaillé avec lui, tous ceux qui ont machin, en disant, je vous l'ai dit, je l'ai fait, et sans se la raconter. Donc après, t'aimes pas Kev Adams, machin, je pense que lui, il en a rien à foutre. Il a dit, je serai là, il y est, il regarde sa famille, tout le monde est fier de lui. Lui est fier d'avoir respecté sa parole. Et moi, s'il y a un truc dont je suis fier, au-delà d'être fier de moi, je suis fier que le petit Soleiman à qui j'ai promis que je ferais ça, bah, je vais pas mentir. Voilà. Très belle conclusion. C'est une très belle conclusion. Où est-ce qu'on peut te voir jouer? Alors, je joue, ça dépend quand ça va sortir cette vidéo, je joue le 24 février au Théâtre du Marais. Voilà, mon spectacle dont le titre est en train de changer. C'est marrant, c'est même ça. Hein. Mon spectacle, il s'appelait Femme au début, parce que ma femme, mes filles. Et là, le titre est en train de changer. Ça va très certainement s'appeler, je te le dis en exclu, personne ne sait. Genre, mais du coup, tu le dis face caméra bah ou... Oui. Bah, je te le dis à toi, mais on est ensemble. Il va sûrement s'appeler Daron. D'accord. Voilà, parce que je trouve que le fait de parler d'être daron, forcément englobe ma femme et l'histoire que j'ai avec elle, parce que sans elle, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Enfin, je sais qu'il y en a qui sont capables d'avoir 30 enfants dans le monde et sans le savoir, ou même 500 comme ce film canadien là, sur les banques de sperme. Donc il va s'appeler sûrement Daron. Donc je joue au 24 février au Théâtre du Marais à 18h, j'ai une autre date en mars, et après va se décider là de la programmation. Est-ce que je vais être toutes les semaines au Théâtre du Marais ou est-ce que je vais être dans un autre théâtre très cool aussi, mais que je peux pas citer pour l'instant. On ne sait pas. En tout cas, tout sera sur les réseaux, puisque tu connais, c'est là qu'on met nos Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Si vous voulez suivre son actualité, voir ce qu'il fait, déjà en tout premier lieu, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y aura toutes les informations en dessous de la vidéo. Vous pourrez aller sur ses contacts, lui envoyer des messages. Il est très, très réactif. Parce que je crois que je t'ai envoyé... T'es un bâtard, toi, je vais me retrouver. Ce gamin, allez-y, posez. Il est très... Ah oui, allez-y. Non, en vrai, on parle de manière sérieuse. Il est réactif. Après, voilà, comme tout le monde, il a une vie. S'il peut répondre, il répondra dans les médias. S'il peut pas répondre tout de suite, il vous répondra quand il aura le temps. Mais en tout cas, ce fut un plaisir de t'avoir dans l'Actu Clap. Merci à toi de t'être livré sur ton parcours, sur l'univers du stand-up, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'envers du décor, et je suis très très content que ce soit toi qui ouvre le bal, encore une fois de plus, je le dis, mais moi ça me fait vraiment plaisir. Bah, moi aussi, ça me fait super plaisir. Merci pour l'honneur d'être le premier à ouvrir le bal, et j'espère que le bal va durer. Merci, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Restez à l'affût, continuez à suivre la page, à voir notre actualité. On essaie toujours de vous ramener du contenu de qualité, des personnes avec une expérience sincère, pas des personnes qui s'inventent des vies, parce qu'on en connaît, mais on essaie toujours de ramener des personnes sincères et des personnes qui se livrent, comme vous avez pu le voir, et se livrer librement. Et j'espère encore avoir d'autres humoristes. Et du coup, merci à vous d'être toujours là. Et on se dit à très très vite. À très vite. Ciao ciao la famille. L'Actu Clap. Parce que c'est l'Actu Clap. Ah, j'adore. Non.